Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Jean-Michel Cantacuzène, Une vie en Roumanie. De la Belle Époque à la République populaire. 1899 à 1960, 2011. Claude Diaz, Demain tu pars en France. Du ravin Béni Safionne au Gros Caillou lyonnais, 2011. Jacques Quérel, Un receveur des postes durant les 30 Glorieuses, 2011. Benoît Grison, Montagne, Ma passion, lettres et témoignages rassemblés par son père, 2011. Henri-Louis Aurin, avec Christiane, 68 ans de bonheur, 2011. Pascal Touré-Leroux, Drôle de jeunesse, 2011. Émile Herlic, Vent printanier, nom de code pour la rafle du Veldiv. Récit, 2011. Dominique Poulachon, René, Maquisard. Sur les sentiers de la résistance en Saône-et-Loire, 2011. Chanda Tonme, Les chemins de l'immigration, La France ou rien. Vol 3 d'une autobiographie en 6 volumes, 2011. Claude-Alain Christophe, Jazz à Limoges, 2011. Claude Milon, Pierre Deloger, 1890 à 1985. De la Boulange à l'Opéra, 2011. Jean-Philippe Goudet, Les Cendres de l'espoir. Une famille auvergnate durant la Seconde Guerre mondiale, 2011. Armand Benacérraf, 3 passeports pour un seul homme, itinéraire d'un cardiologue, 2011. Vincent Jantet, Je suis mort un mardi, 2011. Pierre Peloux, L'arbre et le paysage. L'itinéraire d'un postier rouergat, 1907 à 1981, 2011. François Denis et Michel Denisdelcey, Les araignées rouges, un agronome en Éthiopie, 1965 à 1975, 2011. Jalil et Marie Hakem, Le livre de Jalil, 2011. Chanté Meyer, La chrétienne en terre d'islam, 2011. Daniel Barceloguez, Racine tunisienne, 2011. Paul Schter, En 1936 j'avais 15 ans, 2011. Roland Beauchot, Mémoire d'un biologiste. De la rue des Écoles à la rue d'Ulm, 2011. Éric Doroni, L'Afrique sur le vif. Récits et péripéties, 2011. Eliane Aliraud, L'aventure guinéenne, 2011. Louis Givlet, L'écolo, Le pollueur et le paysan, 2011. Yves Gégouzeau, Madeleine dite Betty, déportée résistante à Auschwitz-Birkenau, 2011. Lucien Lessieux, Parcours d'un Français libre ou le récit d'un sauvageon des montagnes du Dauphiné, combattant sur le front tunisien avec les forces françaises libres en 1943, 2011. Sylvie Tepper, Un autre monde, 2011. À Florentina et Alberto, mes parents. Je remercie Bernard Lallemand, président du Cercle généalogique de la Brie, qui a été le premier à croire à ce travail, Marie-Josée Masson, pour son aide précieuse, Ernesto Iglesias Almeida pour ses conseils avisés. Je ne saurais oublier Dominique et Alexandre, le premier, mon époux, que j'ai souvent négligé pour me donner tout entière à ma passion, le deuxième, mon fils, pour la confiance inébranlable qu'il a toujours placée en moi. Merci à tous ceux qui ont croisé ma route et qui se reconnaîtront. Leurs encouragements ont soutenu mon enthousiasme et fortifié ma détermination. PREFACE. Après avoir travaillé sur la généalogie ascendante de son époux avec l'aide du Cercle généalogique de la Brie, Maria Marchand s'est mise à la recherche de ses propres ancêtres sur les terres lusitaniennes. Et ce ne fut pas tâche aisée. De nombreux séjours au Portugal et la visite de plusieurs dépôts d'archives lui ont permis de remonter ses racines portugaises et de découvrir des branches en Espagne et au Brésil. Elle a ensuite décidé de consigner ses recherches dans cet ouvrage abondamment documenté et illustré, qui contient tout ce qu'elle a pu recueillir comme information sur les quartiers de sa mère. Les notices de bas de page attestent de la véracité de ces découvertes. Avec un pareil outil, les migrants, nombreux en France, trouveront un très bel exemple de ce qu'il leur est possible de réaliser pour faire vivre ou revivre leurs racines lointaines. Au travers de la recherche familiale, Maria Marchand appréhende et ressuscite l'histoire du Portugal. Avec son accent très particulier qui fleure bon son pays natal, ce recueil est somme toute facile à lire. Les nombreuses photos retracent l'univers dans lequel vivaient ses lointains ancêtres. Amis généalogistes et curieux,
Voici un très beau travail qui montre que la volonté et l'acharnement permettent de surmonter bien des difficultés dans la quête de ses aïeux et qui donne raison à l'adage « Quand on veut, on peut ». Bernard Lallemand, président du Cercle généalogique de la Brie. Avant-propos. C'est une grande aventure que de partir à la recherche de ses ancêtres. Des miens je ne connaissais rien, c'est à peine si je savais qui j'étais. Les conséquences de mon déracinement, à l'âge de 7 ans, avaient effacé jusqu'à mon identité. Je savais que j'étais la fille de mes parents, et cela me suffisait. Durant longtemps je me suis sentie plus française que portugaise. J'ignorais tout de mon pays mais en prenant de l'âge je fus prise d'une curiosité, d'un intérêt soudain pour la terre où je suis née. La découverte inopinée d'un ouvrage de quelques 600 pages, écrite par le doutor Augusto César Esteves, publié 24 ans après sa mort, a agi sur moi comme un révélateur. Il consignait l'histoire des familles les plus représentatives de Melgaço et de sa région. Apprendre que le nom de ma grand-mère maternelle y figurait a été un choc. Pour la première fois de mon existence, petite étrangère sans histoire, je prenais conscience de ce que j'étais, un maillon de cette longue chaîne qui à travers les siècles était parvenue jusqu'à moi. L'histoire familiale est abordée de manière générale par l'auteur qui répertorie plus de 80 familles, d'où la difficulté de raconter le parcours de chacune d'elles de façon approfondie. J'ai immédiatement songé à relever le défi pour essayer de combler cette lacune, et c'est en ce sens que tous mes moments de disponibilité ont été orientés, durant cette année. À côté de cela, j'avais une occupation beaucoup moins passionnante mais dont j'avais besoin pour vivre. Mes vacances au Portugal se sont passées, dans la fraîcheur des salles de lecture, en de multiples pérégrinations, de village en village, à la recherche d'indices, de souvenirs, d'endroits qui sont encore, parfois habités par les fantômes du passé. Ainsi certains personnages se sont laissés approcher sans réticence, il m'a suffi de me laisser guider par eux. Et de ce fait ils nous sont plus familiers, tandis que d'autres gardent tout leur mystère. À chaque fois que cela a été possible, j'ai tenu à les faire évoluer dans leur espace-temps socio-culturel, et lorsque l'excès d'informations risquait de trop alourdir la narration, j'ai utilisé les notes pour permettre au lecteur une meilleure compréhension. Ce résultat a été possible grâce à la consultation de nombreux documents et à une étude minutieuse des sources. Par-delà les siècles, mes ancêtres me sont apparus dans leur vie de tous les jours, étonnamment proches de nous. J'ai été touchée par leur joie, par leur peine. La récolte des documents m'a conduite aux archives de Melgaço qui, à l'époque où je démarrais mes recherches, étaient en pleine création. De nombreux cartons étaient stockés à la bibliothèque municipale, et tout restait à faire car rien n'avait été trié ni inventorié. Aujourd'hui encore la doutora Elsa Rodriguez poursuit un énorme travail en consacrant tous ses soins à la sauvegarde de ce patrimoine impressionnant. C'est grâce à elle que j'ai pu avoir accès à ces trésors enfouis sous la poussière. La consultation de certains registres de la confrérie de la Miséricorde a été possible avec la permission du provédor. Des dizaines de volumes, dignes du plus grand intérêt, dont certains sont vénérables, s'entassent dans une salle humide où par manque d'attention, ils se dégradent lentement mais de manière irréparable. J'ai également fréquenté les archives de la ville de Viana do Castelo, où j'ai toujours trouvé soutien et encouragement de la part des membres d'une équipe dynamique, entièrement à mon écoute. J'ai encore à l'esprit ma rencontre avec Dona Ranada, une femme inspirée, aujourd'hui disparue, qui cherchait toujours à partager sa passion, fût-ce avec un doutor ou une néophyte comme moi. Elle était très heureuse que j'écrive sur Melgaço, terre de ses racines dont elle était si fière. Je n'oublierai pas comment un jour alors que je quittais la salle de lecture, elle avait couru derrière moi et depuis le haut de l'escalier s'était écriée « Vous penserez à nous, vous nous laisserez votre travail, n'est-ce pas ?» Ce à quoi, bien sûr, j'ai acquiescé, et que je m'empresserai de faire dès que possible. Le remarquable bâtiment qui abrite les archives de la ville de Braga m'a également accueilli pour des après-midi studieuses. Les archives nationales de la Torre do Tombo, à Lisbonne, j'ai pu obtenir par courrier certains témoignages du passé très intéressants. Concernant d'autres documents, malheureusement, la réponse m'assura qu'ils étaient perdus, à jamais, à cause du tremblement de terre de 1765 et du raz-de-marée qui s'ensuivit. Je pense toutefois que des exemplaires existent toujours,
car certains actes étaient souvent reproduits plusieurs fois. Il arrivait en effet que la personne concernée les fasse enregistrer à des endroits différents. Le fonds Augusto César Esteves renferme de nombreuses copies de la main de l'auteur, qui était un amateur éclairé et qui, grâce à ses nombreuses relations, avait eu accès à d'intéressantes archives privées. Elles sont reproduites dans ses ouvrages, dont l'ensemble constitue une source majeure pour tous ceux qui veulent se plonger dans l'histoire de Melgaço. Souhaitons que les particuliers qui détiennent ces précieuses pièces à conviction les remettent au domaine public pour l'avantage de tous. Les archives de la cathédrale de Tuy, en Espagne, ainsi que celles de la ville de Pontevedra, ont également reçu ma visite. Le temps passé dans ces deux pays où se déroulait l'essentiel de mes investigations était toujours compté. C'est grâce à la consultation de microfilms, obtenus auprès de l'Église des Mormons, que j'ai pu compléter mes acquis. Pour terminer, j'ajouterai que je n'ai pas la prétention de mettre un point final à ce que j'ai entrepris. Réécrire le passé n'a jamais été chose facile, ceux qui s'adonnent à cette tâche en connaissent toute la difficulté. Je voudrais affirmer que durant tout le temps où je me suis consacré à ce labeur, j'ai toujours procédé avec la plus grande rigueur et toute l'honnêteté dont je me sentais redevable envers ceux qui m'avaient précédé. Et lorsque parfois je laisse un peu vagabonder mon imagination, elle a toujours un fond de vérité. Enfin, j'ai constamment gardé à l'esprit que dans tous les cas, je devais faire la part du vrai et du vraisemblable afin de laisser au lecteur son libre arbitre. Ma mère et ses parents. Première partie. Chapitre 1. La famille de ma mère. Ma mère, Florentina de Carvalho, est née le 4 septembre 1937 à Chaviaes, un de ces innombrables petits villages qui font le charme pittoresque du Minho. Ses parents étaient des gens simples, modestes laboureurs dont les coutumes et les croyances furent toujours profondément ancrées dans le terroir. Leur couple n'avait rien d'idéal et m'a toujours semblé mal assorti. Dès mon plus jeune âge, j'ai intuitivement senti leur froideur. L'entente de surface qu'ils affichaient n'était qu'une forme de politesse censée rendre le quotidien supportable. Ma grand-mère, Amelia, avait 35 ans lorsque ma mère vint au monde, et la famille comptait déjà 3 enfants, une fille et 2 garçons terribles, Antonio et Firmino, qui donnèrent bien du fil à retordre à leurs parents. Mes oncles avaient hérité de l'anticonformisme de leur père, et la vie pour eux n'était qu'une joyeuse farce. Ils s'établirent sur le tard, après avoir fait les 400 coups, joué les musiciens bohèmes à Lisbonne, tâté à divers métiers sans s'appliquer à aucun et fait rougir de honte mes grands-parents. Ils avaient un don pour la musique, la gaieté et la bonne humeur, chose hautement répréhensible qui ne faisait pas partie des valeurs familiales. Ma mère s'entendra parfaitement avec eux, et verra dans leur mille facéties une façon de rendre la vie plus belle. Très proche de ses frères par le caractère, ma mère fut leur petite chérie. La sœur aînée, Emilia III, qui avait 7 ans de plus que ma mère, se tenait à l'écart et ne partageait guère leur complicité. Elle était studieuse et appliquée, et réussira à devenir maîtresse d'école. Bien que les enfants de mes grands-parents fussent tous les 4 de tournure agréable, leur aîné ne ressemblait en rien à ses frères et sœurs. Fine et élancée, possédant d'admirables yeux bleus, tante Emilia était une beauté délicate et sensuelle. Cependant elle se mariera sur le tard à cause de sa grande réserve qui la faisait paraître hautaine et fière, et éloignait d'elle bon nombre de prétendants. En vieillissant, ce trait de caractère se transforma en une sorte de sévérité qui confinait à l'austérité. Elle avait fini par épouser un garçon 4 qui lui ressemblait, sérieux et sans histoire, typographe de son état pour le quotidien au Diario do Minho. La fin de sa vie ne fut pas des plus heureuses. La maladie et le désenchantement de l'existence précipitèrent sa fin. Mais avant de quitter les siens, un ultime bonheur lui sera offert par sa fille, qui la comblera de fierté, en devenant un brillant ingénieur des télécommunications. Le souvenir que je garde de ma tante est plein de tendresse, car elle s'était beaucoup occupée de moi durant sa jeunesse, et même si la vie nous a tôt séparés, je pense souvent à elle. Malgré leur mésentente, mes grands-parents partageaient les mêmes idées quant à l'éducation de leur progéniture, ce qui en réalité leur semblait essentiel. Une grande rigueur morale, alliée à une grande piété, voilà qui les décrit tout entier. Ils pensaient qu'une famille digne de ce nom devait véhiculer certains préceptes,
dont il était bon de s'enorgueillir quand leurs anciens les avaient suivis avant eux. Pour qu'un nom soit respectable, il devait se transmettre sans tâche, et ce n'est pas par hasard si de nombreux documents portaient la formule consacrée, selon la loi de Dieu et du royaume. La régularité avec laquelle on accomplissait ses devoirs religieux vous classait d'emblée parmi les profils recherchés, et c'est en tenant compte des critères moraux plus encore que de la fortune que s'alliaient les familles. Cette manière de voir les choses n'a rien de commun avec l'idée que se font aujourd'hui la plupart des gens lorsqu'ils font référence à un statut social valorisant. Celui-ci peut avoir été bâti sur une notoriété discutable, mais du moment qu'elle est servie par un argent qui sert de faire valoir, il n'y a rien à redire. Autrefois, une personne pouvait se trouver démunie et marcher la tête haute. Si elle offrait au regard des autres une vie irréprochable, et si elle respectait les préceptes de la Sainte Église, on disait d'elle que c'était une personne de bien. Peu importait si elle ne mangeait pas à sa faim, car on pouvait être respectable jusque dans le dénuement. La véritable richesse était le nom que l'on portait, ce dernier pouvait se révéler un véritable sésame. À travers celui-ci, la famille transmettait ses valeurs, affichait ses convictions. Aussi certains patronymes étaient-ils réputés bien au-delà des limites du village ou de la ville à laquelle ils appartenaient. Un individu n'existait pas en tant que tel, c'était son appartenance au clan qui lui conférait toute sa valeur, et il devait en représenter toutes les particularités. Je peux dire sans fausse modestie que mes grands-parents faisaient partie de cela. Bien sûr, cela n'allait pas sans un certain ostracisme. Le monde selon eux ne pouvait être que bon ou mauvais, il n'y avait pas de place pour les demi-mesures, et les avis nuancés étaient représentatifs des gens ordinaires. La notion de péché a occupé une grande place dans la société portugaise, mais cette arme redoutable visait plutôt les femmes. Aux yeux d'une religion intransigeante, qui servait les intérêts des pères et des maris, elles se devaient d'être des modèles d'innocence et de vertu. À côté de cela, un certain laisser-aller dans les milieux cléricaux était largement admis. Devenue adolescente, je sentis cruellement le poids des traditions qui rabaissaient les femmes au rang d'objets, sans existence propre, puisque nous appartenions à notre famille, égard si nous étions tentés d'outrepasser les limites fixées. Ma mère qui dans sa jeunesse fut une jeune fille joyeuse et pétillante, eut à souffrir de bon nombre d'interdits. Pourtant, en digne fille de ses pères, elle les reproduisit fidèlement sur nous. En prenant de l'âge, elle a fini par acquérir une certaine sagesse et est devenue plus tolérante. Si sa religiosité reste à toute épreuve, elle est parfois mal vécue par le reste de la famille qui ne comprend pas toujours cette manière exacerbée de vivre sa foi. Mon modeste travail m'a permis de comprendre certaines choses et les conséquences qui en découlent, génération après génération. Nous sommes l'aboutissement des aspirations et projections de ceux qui nous ont précédés. De nos ancêtres, nous avons non seulement hérité des particularités physiques, mais aussi des choses beaucoup plus subtiles, qui ont participé à notre construction psychologique et fait de nous des individus à part entière. La religion a toujours tenu une grande place au sein de notre famille, mais on comprendra pourquoi quand on saura de quel poids elle a pesé sur les générations passées. J'ai souvent entendu de la bouche de mes parents cette sentence que je trouvais monstrueuse: « Nous préférons vous voir morte plutôt que déshonorée ». Cette phrase reviendra, tel un leitmotiv, pour nous rappeler à l'ordre. Aujourd'hui encore, avec le recul, j'ai du mal à comprendre comment des parents qui disent aimer leurs enfants peuvent faire un tel choix. Maintenant que je connais les antécédents familiaux, c'est beaucoup plus clair. L'éducation rigoureuse que ma mère a reçue de sa propre mère et cette dernière de ses parents s'est transmise sans faille. Les parents de ma mère n'étaient pas riches, ils furent toute leur vie des gens besogneux. Je n'ai jamais vu ma grand-mère les mains inoccupées, car cela aussi était de règle chez l'honnête mère de famille. Aux heures chaudes de la journée, elle s'asseyait dans la véranda et reprisait des heures durant des vêtements si usagés qu'ils finissaient par se désagréger sur la pierre du lavoir. Alors qu'elle s'occupait à cette besogne, elle mettait à profit ces rares moments de tranquillité pour nous raconter l'histoire édifiante de quelques saints ou martyrs, censés frapper nos jeunes esprits et nous servir de modèle. D'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours connu ma grand-mère habillée de noir. Elle avait le visage mélancolique de quelqu'un qui avait perdu beaucoup de ses illusions. Sa vie a toujours été si rétrécie que son seul bonheur fut ses enfants, et sa consolation la prière.
Pourtant ce n'était pas une femme revêche, bien au contraire petite et fine, ma grand-mère avait des manières douces et caressantes. Jamais elle n'élevait la voix, mais nous savions très vite, si on lui avait déplu car un petit tremblement nerveux agitait alors sa lèvre supérieure, ce qui était le signe d'une grande indignation. Comme beaucoup de ses concitoyens, ma famille n'aimait pas leurs voisins espagnols, vieille rancune fortifiée par des siècles de lutte et de défiance. Jeune fille, ma grand-mère s'est vue tout simplement interdire le mariage avec l'homme qu'elle aimait, pour la bonne raison qu'il était espagnol. Ses parents partageaient la croyance populaire qui affirmait que d'Espagne ne venait jamais bon vent, ni bon mariage. S'ils avaient su que ce sang tant détesté coulait aussi dans leurs veines, ils en auraient été bien étonnés. La maison familiale où est née ma mère était modeste. Surélevée au-dessus des bâtiments agricoles, on y accédait par un escalier de pierre qui desservait une véranda de plein air donnant directement accès à la salle à manger et à la cuisine. Cette dernière, de petite dimension, comprenait l'âtre avec ses chaudrons noirs de suie, une maie, ainsi qu'une petite table, mais point de chaise car les repas autour de la table étaient réservés aux jours de grande réjouissance. D'ordinaire on se contentait de manger, assis sur de petits bancs très bas, l'assiette posée sur les genoux. Les chambres au nombre de 4 étaient monacales. Étroites et sombres, avec en guise de fenêtres des ouvertures en meurtrière, elles étaient un délice l'été mais l'hiver venu, l'humidité qui suintait des murs les faisait ressembler à des cellules. Ce sentiment était encore renforcé par la pauvreté du mobilier. De vilains lits en fer, garnis de gros draps rugueux dont le chanvre avait été cultivé et tissé à la maison, du temps de ma bisaïeule. Dans la chambre de mes grands-parents, il y avait en plus du lit, un mystérieux coffre de bois noirci qui renfermait l'unique richesse de la maison. D'anciens et précieux ornements de table ainsi que des couvre-lits en dentelle et en soie brochée que l'on suspendait à la véranda les jours de fête pour honorer le passage de la procession. L'endroit le plus agréable de la maison était sans aucun doute la salle à manger. On avait délibérément réduit les autres pièces pour laisser à celle-ci un peu plus d'espace. Elle avait ceci d'exceptionnel que ses murs étaient percés de vraies fenêtres qui ouvraient sur le verger, et qui laissaient entrer la lumière à profusion. Ici comme partout ailleurs, les murs étaient nus et seules quelques images pieuses dans leur cadre venaient rompre la monotonie du blanc chaulé. Le parquet en bois brut était lavé à grande eau les veilles des jours de fête. Au centre, un peu perdu, une table et ses chaises, dans un coin un vaisselier vermoulu qui renfermait de la vaisselle ordinaire et dépareillée complétait l'ensemble du décor. La maison avait été bâtie sur un site constitué de grands rochers plats, qui sont à l'origine du nom donné à l'endroit, les Lagesses. Elle était entourée par 2 grands terrains labourables où l'on cultivait la vigne et le maïs, ainsi qu'une petite quantité de légumes pour la consommation de la famille. Un petit verger produisait des fruits variés, de bonne qualité, dont des agrumes. Ma grand-mère s'empressait d'aller les vendre sur le marché, dès les retours des beaux jours. La présence d'une petite source faisait de cet endroit un véritable trésor à une époque où les femmes perdaient un temps précieux en d'incessants va-et-vient entre le logis et la fontaine communale. En dehors de quelques lopins de terre disséminés par-ci par-là, ce petit domaine fut la seule richesse que mes grands-parents purent transmettre à leurs enfants grâce au sacrifice de toute une vie. La maison appartient aujourd'hui aux enfants de mon oncle Antonio. Amélia de Jésus vint au monde, non loin de là, dans un petit hameau dénommé Outero, le 2 octobre 1902. 9 jours plus tard, elle sera baptisée en l'église Santa Maria Magdalena. C'est la 4e fille et le dernier enfant de João Augusto de Araujo et de sa femme, Acacia das Dor de Oliveira, laboureur de leur état, paroissien de Xavier-es. Son acte de baptême nous la présente petite-fille paternelle de João Manuel de Araujo et d'Helena Ana Ribeiro, tandis que du côté maternel sont inscrits les noms d'Antonio José de Oliveira, que ses contemporains qualifient du titre pompeux de Chirurgião V, et d'Antonia Maria Esteves Cotso, désignée comme propriétaire. Ma grand-mère a toujours été très fière des parents de sa mère. Ces derniers jouissaient d'une grande estime due certainement à l'activité exercée par son aïeul, qui le mettait en contact direct avec la population. Je ne pense pas qu'Antonio José ait été véritablement chirurgien, mais plutôt un très bon rébouteux ou un guérisseur reconnu en qui les bonnes gens voyaient un homme respectable. Enfant, ma grand-mère partagea souvent la compagnie de ses grands-parents.
elle fut une petite fille choyée qui gardera le souvenir ému d'un grand-père idéal. Ce dernier lui avait laissé une image si forte qu'elle supplanta celle de son propre père. Elle racontait le bonheur de l'accompagner de bon matin, à travers la campagne pour cueillir les simples avec lesquels il guérissait toutes sortes de maux. Ce savoir s'est transmis, et ma mère est une des rares personnes à connaître leur vertu. Elle ne jure que par ces petits sacs d'herbes séchées, qu'elle distribue généreusement. Une autre activité du grand-père consistait à rechercher des nourrices pour les enfants de la bonne société. Mais la confiance dont il était investi ne s'arrêtait pas là. Ainsi, lorsqu'une dame qui tenait le haut du pavé se trouvait dans une situation embarrassante pouvant compromettre son mariage ou la légitimité de la lignée, c'est encore à lui qu'on faisait appel pour trouver au nouveau-né une famille de substitution. C'est parmi ses connaissances qu'Antonio José recrutait des personnes de bonne moralité aptes à jouer ce rôle. C'étaient toujours des petites gens, honnêtes et sans grands moyens. L'enfant leur était remis avec un bon trousseau et une substantielle somme d'argent. Malgré les apparences, ces enfants n'étaient pas complètement ignorés par leur mère. La véritable identité de celle-ci demeurait secrète, mais une tierce personne, proche de la famille, entretenait un lien secret entre la mère et son enfant. Beaucoup de ses parents de l'ombre au moment de leur mort étaient pris de remords et confessaient leurs fautes dans les testaments, en demandant à leurs enfants légitimes de pourvoir à l'entretien de leurs frères ou sœurs. Ma grand-mère eut somme toute une enfance protégée, sentiment que par la suite elle ne devait jamais retrouver. Adolescente, elle fut une jeune fille rangée respectueuse des convenances. Son union contrariée avec l'élu de son cœur nous le prouve. Après cette déception, elle prendra le temps pour s'établir et le fera seulement à l'âge de 24 ans. C'est donc le 4 novembre 1922 qu'elle fut conduite devant l'autel pour épouser celui qui allait devenir mon grand-père, Armando Miguel de Carvalho. Le marié était de retour au pays depuis peu. Il avait passé les 3 dernières années à parcourir les routes dans l'espoir d'un avenir meilleur. Dans la foulée, il s'était rendu en Espagne puis en France, où rien ni personne ne parvint à le retenir pour regagner ensuite la capitale portugaise où un bref séjour acheva de le dégoûter de tout, et à le convaincre définitivement que c'est encore dans son village natal qu'il serait le plus heureux. Les plus belles années de sa jeunesse, il les avait passées au Brésil 6 où il s'était expatrié à l'âge de 14 ans. Ce coup de tête lui était apparu comme la solution idéale pour mettre fin aux rapports difficiles qu'il entretenait avec son père, et la nouvelle compagne Seth de celui-ci. José Candido de Carvalho l'avait épousée après le décès de sa première femme, Josefina, qui était morte à l'âge de 36 ans. Mon grand-père, qui cachait ses larmes par des rires, était très pudique et ne parlait jamais de cet épisode de sa vie, mais il semble que ce drame l'ait beaucoup plus marqué qu'il ne l'a toujours laissé paraître. En tout cas, il fut la cause d'une cassure qui devait éloigner le fils du père de façon irrémédiable. Du mariage de ses parents, mon grand-père avait un frère Candido parti lui aussi très jeune de la maison et dont on n'eut plus de nouvelles, et 2 sœurs. Eva Judith, avec qui il n'eut jamais de véritables affinités, et Fernanda Carolina sa jumelle, à laquelle il resta très attaché. Lorsqu'il évoquait son souvenir, c'était pour se rappeler avec nostalgie sa beauté lumineuse qu'il retrouvait intacte dans les traits de sa fille Emilia. La pauvre Carolina n'eut pas le temps de voir flétrir sa jeunesse. Elle traversa la vie comme un songe et rendit son âme à Dieu à l'âge de 22 ans sans avoir revu son jumeau. Après la disparition de sa mère, Armando Miguel qui était âgé de 4 ans se rapprocha plus encore de la seule personne qui comptait pour lui, son grand-père maternel qui le protégea de sa tendre sollicitude et qui participa à son éducation. Mais les années passant, il ne put réprimer l'animosité grandissante qu'il éprouvait à l'égard de son géniteur. La mésentente avec sa belle-mère et les heurts fréquents qui en résultèrent l'incitèrent à quitter le toit familial où, désormais, il se sentait de trop. Ainsi mon grand-père passa des espaces restreints de son enfance à ceux des grands horizons. À cette époque, à l'instar des États-Unis d'Amérique, le Brésil était considéré comme un véritable Eldorado pour tout Portugais qui croupissait dans la misère. Il ouvrait des perspectives fabuleuses. Certaines réussites fulgurantes faisaient rêver, mais parmi tous ces candidats à la fortune, beaucoup connurent le dur labeur, harassant, chichement payé, et dont le salaire une fois envoyé au pays suffisait à peine à nourrir leur famille. Après des années de vains espoirs et d'efforts sans cesse anéantis,
Ils finissaient leur vie rongés par les fièvres et la misère, submergés par la saoudade neuve du pays natal. Pourtant ils étaient toujours plus nombreux à s'exiler. Mon grand-père, à peine sorti de l'âge tendre, n'était certes pas motivé par des intentions pécuniaires. Son départ, qui fut une fuite, avait l'attrait de l'aventure et des découvertes, ce qui pour un garçon de son âge était beaucoup plus attrayant. Ces années passées en terre étrangère furent celles de l'apprentissage de la vie, et si mon grand-père avait tant soit peu quelques rêves de grandeur, il dut bien vite déchanter. Sans véritable protecteur pour lui mettre le pied à l'étrier, les petits métiers n'eurent bientôt plus de secret pour lui. Tout d'abord, il fut payé pour aller applaudir dans des théâtres minables des pièces qui ne seraient jamais des succès. Mais très vite, lassé, il préféra vendre des journaux à la criée ainsi que des billets de loterie avant de finir cireur de chaussures. Hélas, cela n'était guère exaltant. Alors ces périodes d'activité étaient entrecoupées par de longues errances qui le menaient à la rencontre de gens pas toujours recommandables. Une fois pourtant, il eut plus de chance car il atterrit chez un torréfacteur de café qui lui proposa un emploi sérieux. C'est aussi chez ce dernier qu'il devait subir une cuisante blessure d'amour-propre. Son employeur qui l'avait pris en amitié consentit à lui confier quelques responsabilités. Cela dut lui tourner la tête car dès lors, mon grand-père se sentit assez sûr de lui pour oser lever les yeux sur la fille du patron qui, d'après lui, était une véritable ensorceleuse. Un jour où les deux tourtereaux, se croyant seuls au monde, échangeaient un langoureux baiser, surgit le père, les prenant sur le fait. Hors de lui, le poing menaçant, c'est d'une manière fort désobligeante qu'il jeta le prétentieux à la rue, à grands coups de pied au derrière. Avec la perte de ce travail, mon grand-père dut abandonner toute chance de réussite. Dans tous les cas, cela ne l'affecta pas outre mesure, et bien des années plus tard, il narrait cet épisode burlesque en riant aux éclats. Aussi, après bien des échecs et d'occasions manquées, il s'en retourna au pays comme il était parti, les poches vides. Franchement, ce n'était pas un parti très brillant, mais ce fut le choix de ma grand-mère. De son long séjour à l'étranger, mon grand-père avait rapporté une vision des choses très différente de celle de ses compatriotes et un semblant de culture qui le rendait intéressant. Cette expérience lui avait donné à jamais le goût de la découverte et c'est grâce à cet enrichissement qu'il put collaborer durant 10 ans au journal local, A Voz de Melgaço, 11. J'ai pu ainsi parcourir certains articles que j'ai trouvés très bien tournés, écrits d'une plume alerte. Ils étaient très vivants et quand le sujet s'y prêtait, pleins d'humour. Il pouvait tout aussi bien commenter le déroulement de la fête patronale, que rendre compte de la visite des ingénieurs agronomes, ou donner un avis pertinent sur une quelconque réalisation en cours ou tel personnage en vue. Jamais à court d'histoire mon grand-père avait un réel talent de conteur qui pour mettre en scène des personnages cocasses, dans les situations les plus inattendues. Cet humour plein d'esprit qui le caractérisait, lui attirait toutes les sympathies. Je retrouve ce trait de caractère chez mon oncle Firmino pour lequel j'ai une véritable tendresse. Peut-être parce qu'à travers ses calembours et ses boutades c'est mon grand-père que je revois. Armando Miguel, qui vécut peu de temps avec son père, a toujours entretenu avec lui une relation très conflictuelle. José Candido de Carvalho XII n'a jamais eu de grande estime pour ce fils qu'il n'hésitait pas à traiter de vaurien. Cette attitude de rejet, très exagérée, empêcha définitivement toute tentative de rapprochement. S'il est vrai que mon grand-père manqua terriblement d'ambition, et gaspilla le meilleur de son temps sans discernement, jamais il ne fut un mauvais sujet. Mais son père qui était cabotresse d'aguarda fiscale, prenait l'ordre et la discipline et jamais il ne lui pardonna sa jeunesse stérile et désordonnée. D'autre part, ce dernier avait reporté toute son affection sur les enfants du second lit à tel point que mon grand-père les prit en grippe et les ignora sa vie durant. Pour rentrer en possession de l'héritage maternel, qu'il n'avait jamais réclamé depuis son départ, Armando Miguel dut menacer son père d'un procès, ce qui envenima un peu plus les choses. Ce dernier allant jusqu'à traiter son fils de Judas, jurant devant Dieu que la plus mauvaise poule de son poulailler ne serait jamais pour lui. Avouons que ces petites querelles familiales ne manquaient pas de sel. Muni d'un passé aussi peu glorieux, mon grand-père fit pourtant la conquête de sa future épouse. Celle-ci a sans doute été troublée par ce grand gaillard, à l'allure dégingandée qui traînait derrière lui un irrésistible parfum d'aventure. Mais pour une jeune fille qui n'avait jamais franchi les limites de la ville voisine, cela n'était pas sans attrait.
L'image de mon grand-père qui s'impose à la fin de sa vie est celle d'un être droit, à l'intelligence toujours en éveil. Soucieux d'être quelqu'un de son temps, il se tenait au courant de tous les événements en lisant chaque jour son journal. Il ne perdit jamais l'intérêt pour ce monde, qui à l'âge de 14 ans s'était ouvert devant lui comme un beau livre d'images, et qu'il referma pour toujours à 90 ans. Sur son acte de mariage, mon grand-père est désigné de propriétaire, cela sans doute, grâce aux biens hérités de sa mère. Comme témoin, il avait souhaité avoir à ses côtés son ami, le professeur, maître d'école, Antonio d'Acunha, tandis que ma grand-mère était assistée par une de ses sœurs, Alice de Araujo XIV. Je referme ici cet intermède concernant Miguel Armando de Carvalho, dont je me devais d'évoquer la mémoire et qui fera, je l'espère, l'objet de mes futures recherches. Chapitre 2. Les Ribeiro. Ma grand-mère Amélia décédera au mois de mai de l'année 1982 alors que j'étais depuis 8 mois, maman d'un petit Alexandre, son premier arrière-petit-fils qu'elle n'aura pas, hélas, la joie de connaître. En souvenir d'elle, nous avons hérité, ma sœur et moi, des seuls bijoux lui ayant appartenu. Un cordon en or et une paire de boucles d'oreilles dont elle ne se séparait jamais et qu'elle porte sur l'unique photo que je possède d'elle. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le couple formé par les parents de ma grand-mère. Ils semblent avoir mené une vie des plus banales. D'après ma mère, leur petite fille, qui a connu son grand-père au terme de sa vie, João Augusto de Araujo était un petit homme taciturne et apathique dont le physique inconsistant ne retenait pas particulièrement l'attention. Son tempérament mélancolique qu'il devait transmettre à sa fille, Amélia, se retrouvera chez ses descendants avec une forte prédisposition à la dépression. 15. Le 4 avril 1890, il avait épousé a Xavier Acacia 16 das d'or de Oliveira, âgée sensiblement du même âge, mais qui était tout son contraire, vive, joyeuse et jolie. Malgré leurs différences, ils furent heureux ensemble et lorsque celle-ci disparaîtra, en mai de l'année 1944, leurs enfants devront cacher la vérité à leur père conscient du coup fatal qui lui porterait. João Augusto n'assistera pas aux funérailles de sa femme. Il la croyait en visite chez leur fils malade, pieux mensonge inventé par la famille et dont le résultat fut catastrophique sur le psychisme du vieil homme, qui finira par perdre la raison, lorsqu'il comprendra que celle qu'il attendait ne reviendrait jamais plus. João Augusto devait décéder 8 mois plus tard d'une hémorragie cérébrale. Tous deux reposent au petit cimetière de Xavier où la famille possède 2 concessions à perpétuité. Elles avaient été octroyées aux parents d'Acacia, au titre de membres bienfaiteurs. Ces derniers avaient contribué à la conclusion des travaux de ce même cimetière qui, faute de liquidité, traînait en longueur. Je ne connaissais pas le hameau d'Outero. Étant petite, mes pas m'y ont sûrement conduit, guidée par une main familière, mais je n'en gardais aucun souvenir. Au fur et à mesure que mes recherches avançaient, il m'a semblé primordial de me rendre sur place car ce lieu est intimement lié à l'histoire de notre famille. C'est donc par une chaude journée d'été que l'on se mit en route. Ma mère faisait office de guide. Parler de route est un peu exagéré car très vite nous quittâmes le pavé pour un chemin poussiéreux qui, à travers champs, nous conduisit à un endroit retiré et si tranquille qu'il semblait inhabité. Des maisons construites dans le dur granit de la région, pour la plupart en ruine, couronnent un promontoire qui domine un paysage bucolique. Ici on touche le ciel, et l'air à la pureté du cristal. Dans un large panorama, le regard embrasse les champs de culture en terrasse, les eaux vives du Minho et à l'horizon, les montagnes bleutées de Galice. Il se dégage de ce coin perdu, minéral et âpre, une beauté mystique qui incite à la méditation. La maison familiale est toujours debout, et les siècles passés n'ont eu aucune emprise sur sa robustesse. C'est une simple bâtisse rectangulaire, percée de minuscules fenêtres, et malgré la noblesse de ces vieilles pierres, je l'ai trouvée d'une banalité confondante. Édifiée à partir d'imposants blocs de granit à peine équarris, sa façade est austère, sans aucune fantaisie. Seule une vénérable glycine qui a colonisé l'espace de son parfum exubérant, lui apporte un peu de poésie. Elle possède une petite cour en terre battue, enclavée dans des murs de roches naturelles, au milieu de laquelle s'ébattent les volailles. À l'arrière se trouvent l'étable à demi enterrée, le cellier et le pressoir. Tout autour un écrin de verdure constitué de champs de maïs et de vignes.
C'est dans ce cadre champêtre que se fixa, au XVIIIe siècle, un rameau de la branche cadette des Araujo XVII. Cette maison restera dans leur descendance jusqu'à nos jours. L'histoire familiale de João Manuel de Araujo Azevedo et d'Helena Ribeiro, les grands-parents paternels de ma grand-mère Amélia, est profondément ancrée en Terre Minhota, berceau du Portugal, plus particulièrement dans la petite ville de Melgaço si représentative de la culture du Haut-Minho. Le bourg de Melgaço, naturellement perché sur l'escarpement de la rive gauche du fleuve Minho, est de toutes parts environné de collines ondoyantes. Jusqu'à un passé encore récent, il incarna l'image même de la ville de province, paresseuse sous le soleil, endormie sur son glorieux passé. Tout au long des siècles, son histoire s'est inscrite sur les vieilles pierres 18 de ses églises et sur celles de ses remparts. Les fondations de sa place forte ont été jetées au XIIIe siècle, par Dom Afonso Henriques XIX, premier roi du Portugal, pour remplacer une première construction défensive de petite envergure, due à l'initiative de Dom Pedro Pire, frère de l'archevêque de Braga. Cette dernière avait été entièrement rasée lors des attaques du royaume de Léon en 1212. De ce lointain passé ne subsiste aujourd'hui que l'altière tour de Ménagem, qui date du règne de Dom Sanche Ier et une partie des remparts échappés au démantèlement de la fin du XVIIIe lorsqu'on a voulu moderniser la ville. Ce remaniement entraîna le déplacement de l'antique chapelle de Saint-Antonio qui, à l'origine, se trouvait intramuros. La place forte de Melgaço joua un rôle défensif de premier plan, en protégeant l'entrée du pays contre les incursions du royaume de Castille et Léon. De tout temps, l'Espagne caressa le rêve de la réunification et n'eut de cesse de ramener à elle cette terre, orgueilleuse et fière, par d'incessantes attaques et intimidations. Dès les premiers temps de sa fondation, Melgaço posséda plusieurs lieux de culte. Le plus ancien, São Fagundo, disparaîtra Santa Maria do Campo, dénommée ainsi pour la bonne raison qu'elle fut érigée sur l'ancien champ de foire, échappera in extremis à la ruine pour devenir l'actuelle église de la Miséricorde et enfin, la matrice Santa Maria da Porta, l'actuelle église paroissiale, dont l'existence est attestée depuis le XIIIe siècle et qui se trouvait sur la voie principale qui reliait entre elles les deux entrées de la citadelle. Cette dernière était administrée, moitié par la ville, moitié par l'ordre des cisterciens de Fies. Ce monastère, qui était l'un des plus fortunés du pays, possédait 40 abbayes, tant au Portugal qu'en Espagne, et son abbé était l'un des dignitaires les plus influents du royaume. Ne disait-on pas qu'après le roi, il n'y avait pas de personne plus puissante que le dom abbé? C'est entre les murs de Santa Maria da Porta que João Manuel de Araujo Azevedo et Helena Ana Ribeiro se sont unis devant Dieu par un froid matin du 18 décembre 1860. Leurs noces furent quelque peu précipitées, puisque leur premier enfant, João Augusto, naquit le lendemain à 1h30 de l'après-midi. Pour les deux protagonistes, il était temps d'officialiser une relation qui ne devait pas dater d'hier. Le conjoint qui signe l'acte affiche 25 printemps et se qualifie de laboureur. Fils de Dona Setana Joaquina de Araujo Azevedo, il demeure au hameau du Outeiro, dans la paroisse de Santa Maria Magdalena de Chaviaes, où ses grands-parents maternels habitaient déjà. La mariée, quant à elle, avoue 36 ans et son père, José Jerónimo Ribeiro, qui est veuf, est lui aussi laboureur au lieu-dit, le Louridal. Les grands-parents de la mariée s'étaient fixés dans ce lieu-dit, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans des circonstances qui demeurent encore aujourd'hui mystérieuses. C'est là que viendra au monde Helena Ana, le 10 novembre 1824. Elle sera baptisée 2 jours plus tard, en l'église paroissiale de Melgaço, en présence de son parrain, Jorge Caetano de Figueiredo, administrateur des postes, et de sa marraine Dona Helena Ana Codesso. Cette dernière était la cousine germaine de son père, mais elle n'appartenait pas à son milieu. Son mari, Cipriano da Costa Freitas, était un commerçant dont les affaires florissantes lui donnaient un statut de nanti. Bientôt ils vont rendre un grand service à la famille en prenant chez eux le frère aîné d'Helena, qui va sur ses 15 ans, et qui s'exercera au métier de caissier. C'est dans un cadre poétique que la petite Helena fera ses premiers pas. La maison paternelle se trouve près des berges verdoyantes du fleuve, et le premier tableau qu'elle aura sous les yeux est l'incessant balai des barques de passage qui font le va-et-vient entre les deux rives du Minho. C'est un spectacle fort divertissant, mais il génère une véritable cohue car les voyageurs, portugais et espagnols,
charge sur ses frêles embarcations toutes sortes de marchandises et même du bétail. Dès que ses petites jambes le lui permettent, la petite fille accompagne sa mère et toutes deux vont chercher un peu de calme, à quelques lieues de là, sur les terres de la Quinta Vinda Oliveira, où se dresse le petit sanctuaire du Senhor da Oliveira que les riverains prient avec ferveur. Il promet 100 jours d'indulgence perpétuelle journalière à qui viendra le visiter. Plus tard, cette propriété fera partie du riche patrimoine de son frère, Carlos João, mais cela elle ne le sait pas encore. Pour le moment, elle est heureuse de goûter aux joies simples d'une vie sans surprise car si ses parents ne sont pas pauvres, ils sont souvent bien démunis. Son père, Jerônimo José, avait démarré dans la vie sans aucun atout. À 11 ans, il était orphelin de père et à l'aube de la quarantaine, il n'avait toujours pas de quoi payer un enterrement décent à sa mère. Grâce au labeur d'une vie et à des privations de tous les instants, il parviendra néanmoins à laisser quelques biens à ses enfants. Il faut dire que Carlos João, le fils prodigue, l'aidera de plus en plus dès qu'il en aura la possibilité. Jerônimo José vivra assez longtemps pour se réjouir de la réussite de ce dernier mais aussi pour pleurer la mort de sa femme 21, et de 6 enfants 22, dont un avait disparu sans laisser de traces. On ne sut jamais s'il était vivant ou bien mort. Jerônimo José finira sa vie tranquillement, installé au domicile de son fils, entouré et délivré de tout souci matériel. Je voudrais consacrer quelques lignes à ce frère d'Helena Anna qui parviendra à prendre une belle revanche sur le destin, alors même que ses grands-parents étaient morts dans la misère. C'est le 6 décembre 1826 qu'il verra le jour en pleine guerre civile, période troublée où il n'était pas bon d'afficher ses idées, le climat général étant empoisonné par la délation et la suspicion, les partis de Dom Miguel et de son frère, Dom Pedro, faisant régner la terreur à tour de rôle. C'est un jeune homme plein d'ambition qui prend la décision de s'expatrier avec la ferme intention d'échapper à une vie médiocre et sans attrait. Comme beaucoup de ses concitoyens, sa destination sera le Brésil. Après avoir exercé divers métiers, il découvre qu'il est doué pour le commerce. C'est dans cette activité qu'il se sent le plus à son aise, aussi s'empresse-t-il de s'établir à son compte, ce qu'il entreprend avec succès. En l'espace de 20 ans, il va réussir à bâtir une belle fortune grâce à des gains judicieusement placés. Devenu un personnage respecté, il rentrera au pays pour épouser 23, à l'âge de 40 ans, Ludovina Rosa dos Santos, fille de négociant, qui était sa cadette de 17 ans. Après son mariage, Carlos João s'engagera dans la politique locale et là encore, tout lui sourit puisqu'il deviendra le premier personnage de sa ville. Malgré sa lourde tâche de maire et la gestion de ses domaines, qu'il avait rachetés aux descendants désargentés de la noblesse locale, cet homme au goût éclectique trouve encore le temps de s'intéresser à l'agronomie en portant un grand intérêt au développement et à la production de la vigne dans la région. Ainsi l'année 1883, il se déplacera à Berlin pour exposer les vins produits sur ses terres. C'est encore cet arrière-grand-oncle de ma grand-mère qui installera une pharmacie à Melgaço. L'officine qui se trouvait au rez-de-chaussée d'une maison lui appartenant existe toujours, mais sa belle décoration d'époque a été remplacée par un agencement contemporain plus pratique, mais tellement plus banal. Carlos João fut également un homme de cœur. L'année 1892, nul doute qu'il devait se trouver parmi les 300 personnalités qui ont participé à l'inauguration de l'hôpital de la Miséricorde, car pour aider à son financement il avait offert une somme généreuse qui s'élevait à 255 024 res. Ce don provenait d'une liquidation au Brésil, et fut remis par le cabinet Calheiros et Oliveira. La lecture du testament de Nepomuceno Pereira de Castro souligne aussi ce trait de caractère. La différence d'âge entre les deux hommes, Carlos João était son cadet de 17 ans, n'empêcha pas une relation où l'amitié tenait toute sa place. Le dit João Nepomuceno précise qu'après le décès de son épouse, laquelle restait usufruitière de la moitié de ses biens, ces mêmes biens, immeubles, reviendront à Carlos João Ribeiro par gratitude, en regard des sommes que ce dernier lui avait fait parvenir du Brésil pour financer les études de son fils João 25. Pour preuve du désintéressement de son ami, il cite à l'appui 2 lettres envoyées du Brésil dont le contenu ne laisse aucun doute sur la véritable nature de ce geste qui fut bien un don et non un prêt. 26. Carlos João, pour qui la mort de sa fille sera une véritable tragédie, s'éteindra à Melgaço,
le 5 mai 1896, dans la consternation générale. Il était vice-consul d'Espagne de sa ville, et la municipalité lui organisera des funérailles mémorables dont le journal local se fera l'écho. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.